Ouais, bonjour tout le monde et re-bienvenue à Courtside FM, le podcast de basketball québécois, absolument à consulter si vous voulez en apprendre plus sur vos joueurs de basket québécois. Avec nous aujourd'hui, on a Tegra Isé. Dans le fond, je vais te laisser te présenter toi-même. Ok, bonjour tout le monde, mon nom c'est Tégarisé. Je suis né à Cartierville, juste un peu en dehors de Montréal. Et puis, je suis un joueur basketteur dans la NCAA pour Southern Miss Basketball. Puis ça, Southern Miss, c'est où à peu près aux États-Unis pour ceux qui ne le savent pas? C'est vraiment dans le sud du Mississippi, donc genre, c'est entre la Louisiane et Alabama. OK. Puis, dans le fond, tu sais, là, tu sais, tu nous as parlé un peu d'où est-ce que tu es en ce moment, mais dis-nous, là, c'est lequel qui a été ton premier contact avec le basket? Mon premier contact avec le basket, ça date de longtemps en fait. J'ai commencé à jouer au basket, je pense, quand j'avais au moins 7 8 ans. J'avais joué avec, c'est comme un House League Team à Montréal, c'est avec Saint-Laurent Express. C'est là que j'ai vraiment commencé à jouer au basket dans une équipe. Puis, t'avais-tu comme un super bon talent naturel ou il a fallu que tu travailles un peu plus pour ça, là? Non, ben en fait, j'ai toujours été plus grand que tous mes amis et tout ça, donc ça, c'était juste l'avantage que j'avais. Mais en termes de comme skills et tout ça, j'étais un peu comme en arrière comparé à mes amis et tout ça, donc j'ai dû travailler vraiment fort pour avoir le même talent que. C'est sûr que tu dois travailler quand même un petit peu fort pour te rendre où est-ce que tu es en ce moment. Ouais. T'as dit que t'étais pas super bon dès le début, mais c'est à quel moment que tu t'es rendu compte que comme, OK, je suis quand même bon comparé aux autres? Honnêtement, ce moment a pas vraiment été réalisé jusqu'à ce que je suis arrivé aux États-Unis vers mon 10th grade year, 11th grade year, quand j'ai commencé à recevoir mes offres universitaires. C'est là que j'ai réalisé que, OK, je suis quand même bon au basket, puis tout le monde le voit, puis je peux quand même faire quelque chose avec ça. Donc, c'est là que j'ai réalisé que je suis quand même bon au basket. Mais c'est comme il y a d'autres gens que toi qui t'ont dit, tu sais, qui ont réalisé que genre, hey, comme t'es bon au basket. Tu sais, quand il y a des universités qui t'approchent, qui disent, hey, nous, on te veut dans notre équipe, tu fais comme, OK, je suis quand même bon de bord. Ouais, parce que genre, honnêtement, je suis une personne qui est vraiment dure sur moi-même. Donc, je vais jamais me donner le crédit de OK, tu es bon à ça et tu es bon à ça. C'est vraiment quand l'université a commencé à appeler et j'ai commencé à recevoir des enveloppes d'université qui disaient comme on veut t'avoir à l'université, puis comme et tout ça. C'est là que j'ai commencé à réaliser que OK, je suis quand même bon au basket si tout le monde le voit ça. Quand d'autres personnes te disent que t'es bon, c'est sûr que c'est flattant, mettons. Ouais. Mais là, tu sais, tu dis que tu es un peu difficile avec toi-même, tout ça, mais parle-nous un peu de toi sur le terrain en ce moment, là. Qu'est-ce qui est vraiment ta force sur le terrain à toi? Vraiment, ma défense, c'est vraiment comme, je veux dire, ma best skill set. Euh, un peu comme disclaimer aussi, mon français, ça fait un peu longtemps que je parle vraiment pas français aussi. C'est Donc, correct. si des fois je tombe dans my words ou je prends des pauses comme ça, c'est juste rafraîchir la mémoire un peu. Mais mon meilleur attribut sur le terrain, c'est ma défense, comment je bloque des tirs et tout ça. Et puis, je travaille aussi sur mon enfance, donc ça vient lentement aussi, mais à ce moment présent, ma défense est comme ahead of my offense. Ben, ça vient un peu avec tout ce qui est tout ton gabarit, là. Tu sais, pour les gens qui ne savent pas, tu es quand même listé à 7 pieds, là. Ouais, 7 pieds, 250 livres, puis my wingspan is 7'6", so, C'est beau, tu déranges des lancers même si tu les bloques pas, là. Faut qu'il y ait une adaptation à l'intérieur. ouais. Puis justement, s'il y avait quelque chose, tu sais, là, tu nous as parlé, tu sais, un peu tes forces, puis c'est un peu plus, tu sais, facile de savoir ça, mais si nous parlons un peu des aspects que tu as encore à travailler, mais un peu plus précis, là, pas juste genre offense, c'est quelque chose d'autre que tu as travaillé de plus précis. Vraiment, mes 3 points, c'est vraiment quelque chose que je travaillais. Puis, j'a- j'avais une blessure, je me suis fracturé le poignet la saison dernière. Donc, ça m'a pris quand même du temps. J'avais dû avoir la chirurgie et tout ça. Puis, j'ai pas vraiment été avec l'équipe puis pratiqué pendant l'été. Um, I got clear une semaine avant la saison. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de pratiquer mes 3 points et tout ça cette saison. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est
que je dois améliorer cette année, puis l'année prochaine. Euh, Mon dribble et tout ça, puis c'est vraiment ça. Oui, parce qu'avec le basket d'aujourd'hui, tu sais, qui est vraiment plus space, puis tout ça, c'est un peu plus difficile dans ta situation d'être plus un back to the basket, là. Ouais, je dois vraiment être divers, puis ramener beaucoup de choses dans la table, pas juste seulement être un gros gabarit dans la bouteille et tout ça. Il faut que je sois plus que ça. Mhm. Parce que tu sais, maintenant, surtout dans NBA, on voit les big men là, qui sont comme des point guards, là, qui sont Ouais, capables de jouer à l'extérieur comme à l'intérieur. Fait que si t'es obligé des guards, il faut que tu sois capable d'être agile comme eux. ouais, c'est juste l'NBA d'aujourd'hui, donc il faut juste s'habituer à ça, puis trouver des solutions. Mhm. Puis là, tu sais, t'as probablement entendu ces questions-là tellement souvent, là. Mais à ta grandeur, c'est quoi la chose la plus facile dans ta vie en étant 7 pieds, là? Euh, Tu vois tout de loin, et qu'est-ce qu'il y a en haut. Donc, quand tu as des concerts et tout ça, tu n'as pas vraiment de difficulté à voir en haut des gens et tout ça. Donc, c'est c'est un positif comme ça. Puis là, c'est quoi l'affaire la plus difficile d'être 7 pieds, là? Honnêtement, des fois, je suis comme trop grand pour des portes et tout ça. Donc, il faut que je me baisse la tête un peu. Ouais. Et sans te mentir, des fois, j'ai oublié de baisser ma tête puis je me cogne la tête. Donc, euh, c'est quelque chose que tu travailles dessus aussi. Donc, toutes les portes sont pas faites pour les géants de 7 pieds, là. Ouais, c'est fou. Puis dans les avions, est-ce que ça va? Tu sais, Ouf. Les avions, honnêtement, c'est un cauchemar. Je dois vraiment, genre, comme, je dois m'asseoir like, on the aisle, et Ouais. après ça, je dois avoir comme mes jambes écartées sur la piste de rampage. Ou des fois, si, on va dire, euh, le trajet est comme pas complet, comme il y a euh, Des escales, là. ouais, 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 des... euh, je peux avoir comme un exit row seat. Ah, ouais. Donc ça aussi, donc c'est Plus de des fois, place. ouais, plus de place. Mais là, tu sais, toi, tu sais, ben, tu sais, on s'est posé la question un peu avant, mais tu sais, dans le fond, tu as quand même été au Québec pour tu sais, 14 ans. Mm. Mais qu'est-ce qui a motivé ta décision de faire le transfert de pays complètement? Honnêtement, c'est juste que, ben, pas vraiment aujourd'hui plus, mais vraiment comme quand je grandissais et tout ça, il y avait plus d'opportunités façon basket aux États-Unis. Mais aujourd'hui, je pense que la différence est pas, il n'y a pas vraiment une grande différence. Je pense que le basket au Québec a vraiment grandi dans les 10 dernières années. Puis c'est pas vraiment au niveau des États-Unis, mais ça commence à s'en venir. Comme le gap est pas si grand puis comme avant. Mais ouais, ma décision, c'était vraiment based on, opportunity and stuff like that. So, Moi, ça fait du sens parce que tu sais, c'est beaucoup plus difficile quand tu ben, surtout tu sais, à ce temps-là, tu sais, toi, tu parlais tu sais, à 14 ans, avec tu es rendu 2016-2017. Ce temps-là, il n'y avait pas énormément de joueurs québécois qui avaient des opportunités en NCAA, mais là, avec tous les programmes qu'on voit maintenant, c'est un peu plus facile. euh, Dans le fond, toi, en allant aux États-Unis, tu t'es rendu au Archbishop Carroll High School à Washington. Puis pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller à cette place-là? Parce que les États-Unis, c'est grand, tu aurais pu choisir n'importe où, là. donc, l'histoire avec ça, vraiment, c'est vraiment drôle. Donc, euh, j'étais parti à Washington, D.C. voir un de mes oncles comme ça. J'étais une visite normale comme ça. Et puis, c'est genre ma première fois à le rencontrer aussi. Et puis, comme il m'a jamais vu en personne. Il a vu des photos et tout ça, mais quand il m'a vu en personne, il m'a dit, ah, t'es vraiment grand et tout ça. Puis on a commencé à parler, puis on a commencé à parler du basket et tout ça. Puis il m'a dit que, genre, il connaît quelques coachs et tout ça, puis il peut me mettre en contact avec eux. Comme il m'a demandé, c'est quoi que je fais avec le basket plus tard dans la vie, où est-ce que je me vois et tout ça. Puis je l'avais dit comme je veux vraiment aller le plus loin possible avec ça. Et puis il m'a mis en contact avec quelques coachs. Aux États-Unis. Et puis, ça a tombé que Harper Carroll, ils ont vu comme. On s'était parlé, puis je les ai envoyé genre mes highlights et tout ça. Et puis, ils ont aimé qu'est-ce qu'ils ont vu. Et puis, quelques mois après, je suis revenu à DC.
je me suis entraîné devant les coachs et tout ça, puis ils ont vraiment aimé qu'est-ce qu'ils ont vu. Puis après ça, c'est ça que le processus a commencé pour moi venir aux États-Unis et tout ça. Puis c'est quoi la plus grande différence selon toi entre le basket aux États-Unis et au Canada? La plus grosse différence, honnêtement, je pense que maintenant, je sens pas qu'il y a vraiment de grandes différences, mais quand j'étais en high school puis je grandissais, euh, définitivement, genre comme l'athlétisme, comme les gars sont un peu plus musclés, un peu plus forts et plus rapides. Mais je pense que ça, c'est parce que genre, on les encadre plus jeunes en termes de basket, donc on les travaille plus jeunes en termes de basket. Donc, tu vois déjà à 16 ans, ils sont quand même musclés, rapides et tout ça. Donc, tu vois pas vraiment ça au Canada il y a genre 10 ans. Mhm. C'est vraiment juste comme juste, les jeunes sont mis dans le basket beaucoup plus tôt aux États-Unis à ce temps-là. Ouais. Là, si on fait un saut dans une couple d'années, dans le fond, moi, j'ai vu une photo de toi dans un jersey de Team Durant. C'est quoi ça? Genre, comme, peux-tu nous expliquer un peu comme pourquoi est-ce que tu avais Team Durant sur ton jersey, sur tes un jersey, là? Mhm. Donc, est-ce que vous êtes familier avec le terme AAU? Genre comme, Ouais, ouais, on connaît ça, là. donc, j'ai joué AAU avec Team Durant pendant que je faisais mon high school aux États-Unis avec Irish Hill High School. T'as-tu eu la chance de le rencontrer, justement? Ou c'était-tu vraiment là, Kevin Durant? Oui, donc, on avait comme un gros tournoi à Atlanta. Ça, c'était peut-être vers my 11th grade year. Il y a un gros tournoi de basket à Atlanta. Puis, le AAU team que je joue avec, c'est sponsored by Nike. Donc, tu vas voir beaucoup de athlètes professionnels de la NBA qui sont sponsors by Nike venir dans le tournoi. Donc, j'ai pu rencontrer Kevin Durant, j'ai vu DeMarcus Cousins. Il y a aussi plein de joueurs de NBA qui étaient là-bas aussi. Puis vraiment, il y a aussi beaucoup de coachs de collège qui étaient là, comme Coach Calipari, Coach K. Tu peux tous les nommer, je les ai probablement vus déjà. C'est quand même le fun de voir des gens comme ça, parce que c'est des gars que tu vois jouer depuis que tu es jeune au plus haut niveau. Ouais, C'est starstruck un peu là, quand tu rencontres des gars comme ça. ouais. Puis est-ce que c'était un circuit EYBL dans le fond? Ouais, exactement, c'est dans ce qui est la BL. Fait que t'as joué contre tous les meilleurs recrues dans le fond. Ouais, ouais. Comme Kay Cunningham, Jalen Green. À chaque année, il y a au moins deux, trois personnes que je vois dans le draft que je me dis, ah, j'ai déjà compris contre eux. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir ça. C'est un luxe un peu là, grave, ben, tu sais, lui, je l'ai déjà joué. Lui, je l'ai déjà bloqué. Tu sais. Puis là, dans le fond, toi, à la fin de ton parcours high school, tu as choisi de commit à La Salle University. Est-ce que tu avais d'autres offres qui sont venues aussi? Mhm. Donc, j'avais d'autres offres aussi comme Old Dominion, Loyola Maryland. Mais c'était vraiment, donc, la façon dont ça arrivait, mon recrutement, c'est arrivé un peu euh, au début du COVID. Donc, j'ai gradué le high school in 2020, June 2020. Et 3 mois avant ça, c'était le COVID et tout ça. Donc, tout est vraiment fermé. J'ai pas eu la chance de prendre toutes mes visites que je voulais et tout ça. Mais je me suis dit, comme, je veux vraiment aller à une école que je sais à quoi m'attendre, que j'ai déjà visité et tout ça. Puis la salle, c'est une des écoles que j'avais déjà visitées aussi. Euh, Ce qui est drôle aussi avec eux, c'est que quand j'ai fait ma visite avec eux, c'était peut-être début mars. Puis je suis rentré à DC. 3 jours après, on m'annonce que le COVID est là et puis l'école va se fermer. Puis tu peux plus prendre euh, de visite pour recruter tout ça. Donc, je me suis dit, OK, je vais vraiment aller à une école que j'ai déjà visitée et je me sens confortable avec. Donc, là, ça, c'est une des écoles qui cochait tous ces critères-là. Tu savais un peu déjà à quoi t'attendre, Ouais, exactement. puis à ta première année, t'as une année correcte. T'as pas fait des stats incroyables nécessairement, mais c'est quoi la différence qui t'a marqué entre le high school et le collège? Honnêtement, au collège, tu dois avoir plus que le talent. Oui, le talent est bon à avoir, mais
tu dois aussi genre, savoir comment jouer au basket, genre comment lire différentes défenses et tout ça. Puis c'est vraiment plus mental que physique. Au high school, tu peux vraiment juste, like rely on your skill set et puis genre, pas vraiment avoir un bon cerveau et tout ça, mais au collège, ça n'a pas vraiment marché. Tu dois vraiment savoir comment jouer mentalement. Mais c'est vrai, parce que là, le plus haut est-ce que tu montes, plus ou est-ce que, tu sais, là, parce que high school, tu es un peu n'importe qui quasiment qui joue, là, surtout nous autres au Québec, c'est pas tout le temps ça, là, tu vois un peu n'importe qui, mais là, quand t'es rendu au college, c'est vraiment les meilleurs du high school qui sont montés, là, fait que le bassin, il se ferme un peu. Exactement. Puis là, dans le fond, toi, au milieu de ta deuxième année, tu es rentré dans le transfer portal, que tu as fini par, je sais pas si tu as transféré là-bas ou peu importe, mais tu as fini par te retrouver au Harcum College en JUCO. Mhm. Puis, pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller là-bas? Donc, j'avais comme une petite situation dans la première école avec la salle. Pas vraiment quelque chose de grave, mais c'est juste genre comme je m'entendais plus vraiment avec, le head coach. Et ça, c'est des affaires qui arrivent dans le business du sport et tout ça. Tu vas pas toujours t'entendre avec tout le monde. Donc, j'avais décidé que la meilleure décision pour moi, c'est de partir et avoir un first start, tout ça. Et puis, j'avais quelques offres aussi comme D1 et tout ça, mais où est-ce que j'étais dans le temps, je pensais que j'avais encore plus besoin de développement et tout ça. Puis aller JUCO, c'était la meilleure option pour moi. Donc, et puis le JUCO où est-ce que j'étais, Harcum, c'était à peu près 20 minutes de mon ancienne école, la salle. Donc, c'est aussi une raison pourquoi j'allais là-bas, parce que je voulais pas vraiment aller si loin que ça, genre aller au Texas ou en Floride et tout ça. Je voulais quand même rester un peu proche dans le East Coast. Puis, ça s'est passé comment ton expérience JUCO? Parce que tu sais, le JUCO, ben, c'était pas nécessairement la dernière chance pour toi, mais pour la plupart du monde qui vont là, c'est un peu comme leur dernière chance dans le basket. Puis, tu essaies de le tout pour le tout, dans le fond. Comment ça a été ton expérience là-bas? Mais souvent, ouais, tu l'as dit comme parfaitement. La moitié des gens qui vont du coup, c'est vraiment comme leur dernière option, c'est vraiment genre tout ce qu'ils ont vraiment travaillé fort et tout ça. Mais pour moi, je savais que genre comme ça serait pas la dernière fois que je vais jouer au basket, je vais remonter dans le D1 level l'année prochaine, donc il faut juste que je travaille fort et tout ça. Puis mon expérience était vraiment bonne. Mon équipe était, je pense, 26-1. Et puis, on a perdu en quart de finale du championnat bêtement, mais c'est vraiment une bonne expérience. J'ai aimé tous mes coéquipiers et tout ça, donc c'est une bonne expérience à avoir. Mais c'est différent, surtout que, tu sais, toi, tu avais déjà, tu sais, j'ai vu un peu de stats, tu avais un plus gros rôle avec cette équipe-là que tu avais à ton ancienne université, là, de la salle. Ouais, c'est une raison pourquoi je voulais choisir JUCO, c'est juste pour avoir cette expérience-là, genre avoir un gros rôle, puis travailler quand même sur moi-même. Comme ça avait vu, mais ma première année et ma demi-année que j'avais fait, j'avais pas vraiment des gros stats ou fait quelque chose de vraiment important dans l'équipe. Donc, je me sentais comme si j'étais un peu en retard par rapport aux gens qui ont commencé au collège en même temps que moi. Donc, je voulais quand même rattraper un peu, puis avoir un gros rôle, puis assumer ces responsabilités-là. Mhm. Justement, tu l'as mentionné que toi, ton plan était de retourner en D1 l'année d'après. Puis, tu as décidé de te rendre où est-ce que tu es en ce moment, à Southern Miss. Puis, pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller à cette école-là? Parce que j'imagine qu'il y avait quelques écoles de plus qui voulaient un joueur de 7 pieds là, dans leur équipe. Euh, Ce qui est drôle, pas vraiment. Je comprends pas pourquoi, à ce jour-là, je comprends pas vraiment pourquoi j'ai pas eu assez d'offres comme ça. Je sais pas si c'est à cause de ma blessure. Donc, ma blessure avec la main que j'ai eue, je l'avais eu pendant ma saison à Harcum, l'année que j'avais joué. Mais j'avais quand même décidé de jouer toute la saison avec, puis choisir la chirurgie après. Donc, je sais pas si ma blessure avait eu un impact avec mon recrutement, tout ça, mais ça demeure, c'est une des écoles qui m'avait appelé. Et puis, la façon dont ça arrivait, un de mes assistants coach est à Harcum et un de mes assistants coach aussi qui était ici à Southern Miss. Ils viennent de Philadelphie aussi et puis ils se connaissent et tout ça. Et puis, un jour, ils parlaient et puis mon nom a été mentionné.
Puis ça de mai, c'était quand même un peu est-ce que j'étais toujours available parce que à ce moment-là, c'était juin, presque juillet. Donc, tu vois, tout le monde déjà rentre dans le cadre pour les summer packs et tout ça. Puis moi, j'étais à la maison à Montréal en train d'attendre un coup de téléphone, quelqu'un qui veut m'offrir un scholarship et tout ça. Donc, c'est vraiment ça a commencé. Moi et ça de mai, on a commencé à parler. Et puis, ils étaient confortables avec ma blessure et tout ça. Je leur ai expliqué qu'est-ce qui se passait. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mhm. Un beau processus. Tu sais, est-ce que tu t'attendais à recevoir un coup de téléphone ou ça t'a complètement surpris? Euh, ben, honnêtement, je commençais à paniquer un peu. Genre, comme, je parlais aussi à quelques d'autres écoles, mais c'était vraiment pas quelque chose de sérieux. Genre, comme, elles me disaient, ouais, on va te laisser savoir, des choses comme ça, mais ils me niaisaient un peu. Donc, il n'y avait vraiment rien de concret. Donc, ouais, j'étais un peu inquiet, mais j'avais toujours des options. Genre, mes options n'étaient pas si mauvaises que ça, mais je voulais vraiment avoir la meilleure option possible. Donc, ça de mai, c'est la meilleure option possible que j'ai eue, donc je l'ai pris. Mais tu sais, justement, tu as mentionné que c'est la meilleure option que tu avais parce que dans le fond, toi, au début de l'année, tu es rentré dans une équipe qui venait de participer au March Madness, malheureusement qui avait quitté en première ronde. Mais est-ce que ça t'a mis une certaine pression sur toi de faire, genre, Hey, moi, je rentre dans une équipe qui a déjà beaucoup de succès quand même? Non, pas vraiment. J'étais vraiment excité de voir qu'est-ce qu'ils ont fait l'année précédente. Et comme tu l'as dit, ils ont perdu dans le premier round. Donc, vraiment, moi, cette année, comme la façon dont ma mentalité était, c'est que, OK, je veux retourner dans le match madness, mais maintenant, c'est fait facile. Je veux vraiment avancer et peut-être me rendre dans le championnat, quelque chose comme ça. Donc, il n'y avait pas vraiment de pression. J'étais juste vraiment prêt à, comme, build sur qu'est-ce qu'ils avaient fait l'année passée, puis prendre ça dans un autre niveau. Parce que, tu sais, comment ça marche pour entrer dans le March Madness? Est-ce que, tu sais, vous n'êtes pas rank? Est-ce qu'il y a genre un tournoi qu'il faut que tu gagnes? Ouais, donc cette année, dans la façon dont notre record est, on est obligé de gagner, genre comme chaque conférence a leur tournoi et tout ça. Donc notre tournoi de conférence va être au début du mois de mars, je pense que ça commence le 5 mars, quelque chose comme ça. Donc si on gagne le tournoi de notre conférence, là, on va partir au March Madness. Puis en ce moment, vous êtes 15 victoires pour 12 défaites. C'est quoi l'objectif à court terme, dans le fond, jusqu'au tournoi de conférence, euh, Mhm. pour toi et pour ton équipe? Ouais, donc c'est vraiment ça notre but. Maintenant, je pense que dans la conférence, on est en cinquième place. Donc, notre but, vraiment, il nous reste 4 matchs, c'est vraiment de être dans le top 4 et puis avancer dans le tournoi le plus loin possible. Mhm. Puis un objectif personnel, genre sur ton jeu en tant que tel. Il n'y a pas vraiment d'objectif personnel que je veux. Honnêtement, genre, moi, je ne suis pas vraiment un gars qui joue pour les stats et tout ça, puis la reconnaissance. Je joue au basket parce que je l'aime vraiment, puis je veux aussi gagner. Donc, il n'y a pas vraiment de but personnel, vraiment, c'est juste gagner. Ouais, Puis, ouais. tu veux gagner les games de basket. Ouais. Puis là, tu sais, on va parler un peu de. Tu sais, là, on va rêver un petit peu avec toi, là. Tu sais, il y a 30 équipes dans un draft, puis si tu avais à déclarer pour le draft, puis que tout le monde te propose de jouer, puis qu'ils décident. Tegra, c'est toi qui décides quelle équipe tu vas. À quelle équipe que tu irais en ce moment? Euh, honnêtement, je n'ai pas vraiment une équipe préférée. Euh, honnêtement, ça serait nice si Montréal avait une équipe. Ça serait ma réponse, mais Montréal n'a pas une équipe maintenant, donc moi, je n'ai pas vraiment de préférence. Peu importe qui me veut, je n'ai pas vraiment une équipe préférée. Puis, admettons que l'NBA, ça marche pas, puis tu irais jouer overseas. Est-ce qu'il y a un pays qui te vient en tête, t'es comme j'aimerais ça aller jouer là? Non, je n'ai pas vraiment encore pensé à quel pays je veux jouer overseas, mais euh, quelque part de tropical où est-ce qu'il fait chaud, ça serait bien. J'ai pas vraiment envie d'aller jouer en Russie, honnêtement.
Mais si je peux trouver quelque part où c'est tropical, ça serait, où est-ce qu'il fait toujours chaud, ça serait bien. Sinon, aller jouer à Montréal. Mais c'est pour la plage et le basket, là, ça pourrait être un beau mix. Ouais. Puis là, tu sais, si on te met dans une situation un peu spéciale, où est-ce que, tu sais, c'est vraiment, on te donne le ballon 1v1 dans le post contre n'importe qui au monde. OK? Puis comme, if you miss it, you stop basketball. OK? C'est quoi le move qui serait ton go-to à ce moment-là? Là? Dans le post, hmm, j'ai tellement de moves dans le post que genre, ça va juste dépendre de comment le défendeur va me jouer. Donc, ma go-to, c'est vraiment juste comme un simple hook shot. Mais s'il joue ça, peut-être, pump fake, step through, ou spin, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est juste vraiment lire la défense puis jouer comme ça. T'aurais juste un lethal hook, puis ça serait le first option. Ouais, little hook. Parce que vraiment, tu peux pas le bloquer avec ma grandeur puis comment mes bras sont. Puis, j'ai pas vraiment besoin de sauter comme ça parce que déjà, je suis déjà 7 pieds. Puis, quand je me mets en l'air, maintenant, je suis déjà à 9 pieds quelque chose. Donc, c'est vraiment impossible de bloquer mon hook shot. Donc, Ouais, c'est un bon first move, là, surtout si tu le pratiques puis il fonctionne bien. Là. ouais. Moi, j'ai une question que j'ai oublié de te poser au début. Tu sais, tu dis que t'es grande depuis tantôt. À quel âge t'as dunké pour la première fois? À quel âge j'ai commencé à dunker pour la première fois? Ça devrait être au secondaire. Ouais, donc, secondaire, je pense secondaire 2 ça, j'ai commencé à pratiquer mes dunks un peu. Puis, la première fois que j'ai eu comme mon in-game dunk, ça n'a pas été jusqu'à ma deuxième année à Architecture High School, donc ma sophomore year à Architecture High School. C'est là que j'ai eu mon premier in-game dunk. La première fois que j'ai dunké pour de vrai, c'était en secondaire. Secondaire 2, ouais. Au moins, c'est pas genre primaire, tu sais, À 8 ans, là. Bon, Ouais. rendu bien. Puis là, on va te poser une question un peu plus, tu sais, qui peut être semi-controversial. Là, tu as habité au Québec, tu as habité aux États-Unis. Si tu avais à choisir entre la nourriture québécoise ou la nourriture américaine, lequel tu choisirais? Oh. Vraiment, la poutine me manque vraiment. C'est temps. Ah, Ça fait un peu longtemps que j'ai une poutine, mais vraiment, euh, je trouve que la nourriture québécoise est vraiment diverse et ça peut être controversial, mais genre, quand je mange une nourriture québécoise puis une nourriture américaine, genre, la nourriture canadienne, je me sens plus en santé quand je la mange. Genre, comme quand je mange une bouffe américaine, je pense qu'il y a vraiment trop de gras et tout ça. Puis, je sais pas, je sais pas si c'est juste moi ou qui remarque ça ou c'est actual facts, mais je me sens plus en santé quand je mange une nourriture québécoise. ouais, Des fois, une grosse poutine, tu ne te sens pas en santé après. Là. ouais. C'est la seule exception. C'est vrai que les Américains, mettons, c'est pas les meilleurs pour la bouffe santé, là. Ouais. Mais tu dois quand même, d'après moi, regarder ça un petit peu de la façon que tu manges, considérant que tu es un athlète de haut niveau. Ouais, ma diète n'est pas vraiment la meilleure maintenant, mais j'essaie de euh, manger le plus santé que je peux, puis protéger mon corps donc, le plus que je peux. Donc. Avez-vous des ressources un peu pour vous aider avec ça? Fait qu'il y a des nutritionnistes ou des médecins d'équipe, des choses comme ça. Là? Euh, ouais, donc on a accès à tout ça. Donc, au début de chaque année, genre quand on revient à l'école en août, et puis avant la saison, donc on nous pèse, et puis on prend genre nos body fat et tout ça, puis on regarde où est-ce que tu es. Et puis, si on voit que genre tu dois un peu comme baisser ton body fat, on va te recommander une diète et tout ça, puis on va te recommander des workouts et tout ça pour perdre du poids. Mais c'est vraiment, vraiment laissé loose ici. Il n'y a pas vraiment de restrictions, tu peux manger comme tu veux. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est dans ton dos, qui te regarde, qu'est-ce que tu manges et tout ça. Ils Ça vous font deviendrait tannant un confiance. peu. Tu dis quoi? Ils vous font confiance, genre, tu sais. Ouais, ouais, énormément, énormément. Puis là, tu sais, je sais pas si tu es un petit peu out of touch avec le basketball québécois ou peu importe, mais pour notre dernière question, là, si tu avais à nous recommander un ou une athlète de basketball québécois là, que tu aimerais ça écouter sur le podcast, ça serait qui? Que j'aurais écouté sur le podcast.
Hum, c'est une bonne question. Hum, Peut-être Chris Boucher, parce que je suis quand même familier avec le Guest Door, parce qu'il a joué à beaucoup d'élites et moi aussi je joue à beaucoup d'élites, donc je le connais un peu, je l'ai parlé un peu. Puis, hum, Chris Boucher, c'est vraiment quelqu'un que je connais pas vraiment son histoire. Ben, je connais un peu son histoire, mais j'aimerais vraiment entendre un peu plus parler et tout ça, puis voir comment il a eu son parcours et tout ça. Mhm. Maybe one day, one day. On espère bien, on espère bien. Écoute, merci énormément, Tegra, pour ton temps et nous avoir parlé de ton basket qui est un peu hors du commun, considérant que tu as quitté le Canada extrêmement tôt quand même, un petit peu plus que les jeunes de nos jours, là. Mais nous autres, écoute, on te souhaite toutes les chances. Puis si on peut dire qu'un gars dans le March Madness qu'on a eu sur le podcast, ça serait quand même cool. Espérons, ouais. Ah non, mais vraiment, merci beaucoup de m'avoir. C'était un plaisir d'être ici, puis de rafraîchir mon français un peu aussi. Donc, C'est plaisir.